Tu me dis, hey, je vais mesurer mon métabolisme de repos. Comme, écoute, là, c'est pas simple. C'est pas simple. Fait que ça, je pense que c'est définitivement le mythe là, de dire mon métabolisme de repos est scrap. C'est à cause de ça que je prends du poids ou que j'en perds pas. Là. Ça se compte sur les doigts de la main, moi, le nombre de gens que j'ai mesurés qui avaient un métabolisme de repos qu'on faisait comme OK, il y a peut-être quelque chose. Là. All right, Maxime, un gros merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Ça fait plaisir. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Pour les gens qui te connaissent un peu moins, si tu peux nous parler un peu de ce que tu fais dans la vie, un peu ton parcours dans le milieu de l'entraînement, la recherche, etc. Oui, le classique, j'ai un bac en enseignement de l'activité physique, j'ai une maîtrise en nutrition, puis j'ai un PhD en sciences de l'activité physique. Le gros de mon dada, ça tourne autour de tout ce qui est dépenses énergétiques, puis composition corporelle, puis un peu l'ensemble des interventions qui peuvent jouer là-dessus, fait que ce soit des interventions nutritionnelles ou des interventions en activité physique ou en entraînement. Là, fait que c'est pas mal ça. Je travaille beaucoup à faire de la formation continue. Je suis beaucoup dans le domaine de l'enseignement. J'ai encore quelques clients que je vais suivre plus par passion puis pour le plaisir. C'est ça, j'enseigne à l'université, au collégial aussi, puis en formation continue au privé, beaucoup. Oui. Puis ça a commencé où, mettons, là, tu dis que ton dada, c'est la dépense énergétique, surtout qui est un peu le but du podcast. Ça a commencé où, ça, si on peut dire ça, une passion par rapport à ça? Excellente question. Ça a commencé à la fin de ma maîtrise, où est-ce que, dans le fond, mon projet de maîtrise, c'était déterminer les différences d'oxydation des substrats entre les hommes et les femmes à jeun, ce qui impliquait des mesures de métabolisme de repos, puis tout ça. Fait que j'ai commencé à creuser ça, puis à trouver ça vraiment trippant. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité d'arriver avec l'ouverture d'un lab à l'Université de Montréal, fait que de vraiment contribuer à la construction du lab. C'est à peine si je n'ai pas posé du G-Proc. Puis, on avait vraiment des appareils pour mesurer la dépense énergétique au repos, fait que des calorimètres vraiment top-notch. Puis, on avait aussi des méthodes hyper sophistiquées pour mesurer la quantité totale de calories qu'on dépense par jour avec des isotopes. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça trippant. Puis, en voyant puis en faisant plusieurs mesures, je réalisais qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient mal interprétées puis qui étaient mal comprises. Fait que je trouvais ça le fun que je pouvais côtoyer la théorie puis la pratique, là, vraiment l'aspect très technique, très terre-à-terre des mesures, puis de voir avec qu'est-ce qui est dans la culture populaire ou les connaissances populaires, de voir l'écart des fois. Puis ça m'a vraiment fait triper. Fait que je me suis pas mal lancé là-dedans. Puis après ça, les appareils techno pour mesurer l'activité physique, la dépense énergétique, là, je pense depuis 2003 à peu près là, que je joue avec ça puis que je trouve que c'est super trippant. Là. Les premières Fitbit de recherche, je me souviens, c'était 1200 US l'unité avec un 5000 US pour le logiciel. Mm-hmm. C'était ça. Ouais. Ça a changé depuis, mais c'est pas mal là que ça a starté. Nice. Puis pour mettons, les gens qui on sait un peu c'est quoi un métabolisme classique, mais dans tes termes, dans tes mots, c'est quoi un métabolisme de base? C'est quoi un métabolisme? Le métabolisme de base, dans le fond, c'est la consommation d'énergie de l'ensemble de tes cellules quand tu ne digères pas puis quand tu n'as pas de contraction musculaire. En gros, c'est ça. Fait que, pratiquement, ça veut dire quoi? Bien, quand tu es réveillé, tu es couché, tu n'as ni chaud ni froid, fait que tu n'as pas à te refroidir ou à te réchauffer. Tu n'as pas mangé, fait que tu ne digères pas, puis tu ne bouges pas, tu n'as pas de contraction musculaire. Bien, combien de calories tu coûtes? Fait que c'est à peu près l'équivalent de tu démarres ton auto, tu la laisses stationner, il n'y a pas de chauffage, pas de climatisation, puis tu regardes combien d'essence ton auto consomme parké quand le moteur tourne. C'est à peu près ça le métabolisme de base. Mm-hmm. Puis c'est quoi tu sais, parce que pour vrai, on entend de tous les couleurs par rapport au métabolisme. Ça a été quoi les plus gros mythes que tu as entendus par rapport au métabolisme? Bien, un élément qui donne naissance à beaucoup de mythes, c'est qu'il y a des gens qui vont lire des articles scientifiques où ça parle de métabolisme. Et pour eux, le métabolisme, c'est la même chose que le métabolisme de base ou de repos.
Il y a une petite distinction parce que le métabolisme, c'est l'ensemble des processus cellulaires qui coûtent de l'énergie sur toute la journée. Fait que la digestion, les contractions musculaires, c'est tout ça. C'est le total de calories que tu coûtes. Fait que c'est à la fin de la journée, ton auto, combien t'as coûté d'essence. C'est pas juste stationné, c'est quand elle a roulé, quand tu as reculé, quand tu as tout le kit. Fait que des fois, il y a du monde qui confond le métabolisme et le métabolisme de repos. Fait que ça mène à des conclusions parfois particulières. Puis l'autre, le mythe, peut-être, l'affaire le plus criant qu'on va avoir, c'est des gens qui ont un problème de métabolisme de repos, puis que c'est à cause de ça qu'ils ne perdent pas de poids ou qu'ils prennent du poids. Exact. Ça, c'est un classique, là, blame it sur le métabolisme, c'est tout le temps ça. Puis moi, ça me fascine parce qu'à chaque fois, je demande aux gens, je dis « Ah, cool, tu l'as fait mesurer où? » Parce que c'est rare les places qui le mesurent. Moi, je le mesure. Je connais une place à McGill qui le mesure. Probablement qu'à l'Université de Montréal, il y a encore une place, mais c'est rare des places où ils mesurent le métabolisme de repos. Fait que moi, je suis tout le temps comme « Ah, tu l'as fait mesurer où? Puis t'as-tu tes résultats? » Puis les gens me regardent, genre « Qu'est-ce que tu veux dire mesurer? » Tu me dis que ton métabolisme, il est scrap. Mais tu auras un chiffre qui te dit il est à temps, donc il est scrap. Non. OK, mais pourquoi ton métabolisme serait scrap? Ah, parce que je prends du poids. Moi, écoute, je mange à peine puis je prends du poids. Ouais, il y a bien d'autres affaires là, qui rentrent en ligne de compte avant ton métabolisme. Mais tu sais, la notion de métabolisme énergétique, de métabolisme de base, c'est quelque chose de scientifiquement complexe. Ce n'est pas simple. Puis de voir, il y a combien de gens dans la population qui connaissent ça, puis tu sais, qui vont dire ah, je connais ça assez pour dire c'est mon métabolisme de repos qui est le problème dans ma gestion de poids. Tu sais, je suis comme wow, tu sais, c'est des connaissances très, très pointues, mais des fois, il manque certaines connaissances pour accompagner ça, là, parce que c'est complexe. Tu me dis, je vais mesurer mon métabolisme de repos. Comme, écoute, là, c'est pas simple. C'est pas simple. Fait que ça, je pense que c'est définitivement le mythe là, de dire mon métabolisme de repos est scrap. C'est à cause de ça que je prends du poids ou que j'en perds pas. Là. Ça se compte ses doigts de la main, moi, le nombre de gens que j'ai mesurés qui avaient un métabolisme de repos, qu'on faisait comme OK, il y a peut-être quelque chose. Là. Sinon, c'est tout le temps à peu près dans les valeurs normales, là, tout le temps, tout le temps. Fait que les calculs, mettons, sur Internet, là, je pense que c'est Harry Benedict. Ouais. À quel point c'est un outil qui est valable, mettons, pour quelqu'un qui veut, ou un coach, whatever, qui veut s'en servir. À quel point tu peux te fier à ça? Si on regarde, premier élément de réponse, si tu regardes la validité, si tu veux, de ces équations-là, Harris Benedict, ça date de 1929 à peu près. Normalement, le niveau de précision, c'est peut-être plus ou moins 100, 200 quelques calories. Puis la plupart de ces équations-là, elles vont tenir compte du poids, de l'âge et du sexe. Fait que ça veut dire que si tu as une personne qui est obèse, qui pèse 150 kilos, qui est un homme puis qui a 30 ans, et tu as un culturiste professionnel qui pèse 150 kilos, qui a le même âge, qui est un homme, etc., il va avoir exactement le même métabolisme de repos. Parce que les variables que tu rentres dans ton équation, c'est l'âge, le sexe puis le poids. Ils n'ont pas pantoute le même métabolisme de repos. Fait que là, tu as une marge d'erreur à cause de la composition corporelle. Fait que je te dirais que c'est la plus grosse source d'erreur que tu vas avoir dans ces équations-là. L'autre, c'est que les gens n'utilisent pas des équations qui sont appropriées pour eux. Chaque équation est développée sur une population type et elle est donc valide sur cette population-là. Fait que c'est une équation qui a été développée chez les Afro-Américains. Elle va être valide chez les Afro-Américains. On ne sait pas si elle est valide chez un Européen, chez un Asiatique, chez un Hispanique, etc. Fait que ça aussi, c'est problématique. Puis bien souvent, quand tu rentres sur Internet, tu vas rentrer ton poids, ton âge, ton sexe, ça te sort un calcul, tu ne sais pas c'est quelle équation. Fait que tu ne connais pas les limites de ton équation. Fait que ça, c'est le premier élément de réponse. Ouais. Le deuxième, pourquoi tu vas avoir ton métabolisme de repos? Je vais être cru, là, mais on s'en sert. Ça donne quoi de savoir une partie des calories que tu dépenses dans ta journée? Cette partie-là, en plus, est constante, elle varie presque pas d'une journée à l'autre. Ce n'est pas ça le compartiment le plus variable de la dépense énergétique, c'est les calories qui sont associées à l'activité physique. Donc, toutes les calories que tu vas dépenser en faisant des contractions musculaires. Fait que, moi, quand j'ai le métabolisme de repos, OK, mais je fais quoi avec? Il y a beaucoup de gens qui vont dire ça te dit combien de calories, c'est quoi ton plancher, tu ne peux pas descendre en bas. Ouais. OK, là, mais
si la personne a court des marathons ou si elle est sédentaire, si tu lui donnes des calories équivalentes à son métabolisme de repos, tu n'as pas pantoute le même effet sur la perte de poids, sur l'appétit, sa fatigue, sa récupération. Fait que tu vas être obligé de mesurer l'activité physique. Tu n'as pas le choix. Sinon, ben, écoute, tu vas filer un plan nutritionnel avec tant de calories, puis tu vas charger 60$, puis tu vas dire j'ai fait de l'argent, mais ça ne donne vraiment pas grand-chose. Fait que, tu sais, c'est pas une donnée qui est utile quand on va l'utiliser uniquement avec une équation. Puis mettons, pour les gens qui veulent, mettons, prendre la masse, perdre du gras, qui se basent sur ces calculs-là, mettons que moi, ça me donne 2000 calories de métabolisme de base, je bouge un peu, là, le calcul, il me met à 2500. Ça aussi, ce calcul-là, il me met à 2500. Y a-tu de quoi de plus flou que ça, selon moi? C'est comme ça dépend tellement de plein de facteurs. Tu sais, tu pars, première chose, tu te dis, les gens, on est mauvais pour évaluer notre activité physique. On est franchement mauvais. Mais vraiment, là, tu sais, moi, aujourd'hui, tu me demandes, as-tu été bien actif? Ben, c'est des événements marquants. Tu sais. Ah oui, j'ai été assis, j'étais en réunion. Donc, je vais te dire, ah non, aujourd'hui, j'ai rien foutu. Ouais, mais j'ai eu une réunion d'1 heure. Après ça, j'ai marché pour aller me chercher mon lunch. Après ça, j'ai marché à la garderie pour aller voir ma fille. Tu sais, finalement, j'ai peut-être bougé un peu plus que je pensais. Tu sais, mais si je n'ai pas de mesure, je vais me dire, ah non, j'étais assis en réunion plate pendant 1 heure de temps. Ouais, mais il y a eu 7 autres heures, là, tu as fait quoi? Tu sais, fait qu'on est mauvais. Fait que quand tu demandes à quelqu'un, es-tu actif? Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le métabolisme de repos avec une équation. Puis après ça, on applique le célèbre facteur d'activité physique. Tu es à peu près sédentaire, on va faire fois 1,2 fois 1,3. Tu es actif fois 1,6 fois 1,8. Très actif fois 2 fois 2,1. Ouais, mais moi, j'ai entraîné des athlètes qui faisaient moins d'activité physique que ma mère qui avait 84 ans. Fait que ma mère, je fais fois 1,2, puis les athlètes, je fais fois 2,1. Ben, les athlètes s'entraînaient, puis après ça, ils étaient sur Nintendo à jouer à Mario Kart. Ma mère a jardiné toute la journée, mais elle ne s'est pas entraînée. Fait que, tu sais, d'appliquer ton foie, ton facteur de multiplication, c'est super dur de choisir le bon, premièrement. Puis deuxièmement, c'est que tu multiplies aussi ton erreur en faisant ça. Si j'ai 200 calories d'erreur sur mon calcul du métabolisme de repos, puis je fais fois 2 à cause de mon activité physique, ma marge d'erreur devient 400 calories. Fait que là, tu es à plus ou moins 400 calories par jour de précision. Ça revient à faire de l'essai-erreur. Moi, ce que je vais demander aux gens, c'est ton poids est-tu stable? Il fluctue plus ou moins 1 kilo, là, on considère que le poids il est stable, mettons, sur une semaine. Parfait. Première chose, ça veut dire que tu manges à peu près autant de calories que tu en dépenses. Fait que je vais mesurer l'activité physique, puis là, je vais savoir quand tu fais ça comme activité physique, puis tu manges ce que tu as mangé, tu es en équilibre. Fait que si tu manges moins puis tu maintiens ça comme activité physique, tu devrais perdre du poids. Ou si tu manges la même affaire puis tu augmentes ton activité physique, tu devrais perdre du poids. C'est le même principe que quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire. Ben, si tu es en équilibre pondéral, tu manges autant de calories que tu en dépenses. Si tu veux gagner de la masse musculaire, ben, tu vas avoir un apport énergétique un petit peu plus élevé. Fait que, tu vas augmenter, puis le plus simple, c'est d'augmenter les apports autour de l'entraînement. Exact. Fait que le best, ça serait, mettons, de dire hey, je suis en déficit. C'est plus de dire je suis en déficit. Mettons qu'on joue avec les calories, là, je suis en déficit par rapport à où ce que j'étais. C'est ça? Et non par rapport au calcul que j'ai fait, whatever. Si je te dis, toi, il faudrait que tu sois à 1500 pour perdre du poids. Ben, OK, mais peut-être qu'à 2200, tu vas perdre du poids. Puis de toute façon, ce 1500-là, maintenant, tu vas compter et mesurer tout ce que tu manges. Tu vas être aussi précis à plus ou moins 2, 3, 400 calories. Fait que tu vas penser que tu manges 1500, dans le fond, tu en manges peut-être 1900 ou tu en manges peut-être 1200. Tu sais, puis là, tu dis, ça ne marche pas, je fais tout correct. Ben non, mais tu ne peux pas être précis. Tu sais, quand même que tu veux, là, tu ne peux pas être précis. Il y a des marges d'erreur que tu ne contrôles pas. C'est un peu une forme d'illusion de contrôle. Quand on va faire ça, on dit, là, écoute, je suis ça à coche, là. Je mange 1737,2 calories, j'ai 88 grammes de protéines, 0,6. C'est plate, là, mais ça, c'est sur papier, là. Mais dans la vraie vie, tu peux être complètement à côté de la traque, là, puis être sûr que tu fais tout correct. Ce n'est pas parce que tu n'es pas fin, ce n'est pas parce que tu n'es pas bon. On est limité par nos outils de mesure. C'est plate, mais c'est ça.
C'est les outils de mesure ou c'est mettons, un poulet acheté chez Maxi versus un poulet acheté dans au Avril supermarché va pas t'amener, même, mettons, équivalent 100 grammes pour 100 grammes, ça se peut que ça soit différent. Ben, totalement. Exact. Totalement. Puis, tu sais, c'est la même chose avec les fruits, les légumes, les produits céréaliers. Tu sais, ton orange, elle a eu combien de temps d'ensoleillement? Elle a eu combien d'eau? Ça fait combien de temps qu'elle est là? Tu sais, est-ce qu'elle est mûre, moins mûre, plus mûre? Tu sais, c'est tous des facteurs qui influencent. Fait que tu te ramasses à avoir des écarts de 10, 15, 20 avec ta référence. Fait que, c'est correct à titre indicateur. Tu sais, avoir une idée, mais le monde utilise ça à la virgule près. Puis ça n'a jamais été conçu pour ça. Ce n'est pas le niveau de précision qu'on souhaite avoir avec ça. Puis, moi, ça me fascine parce qu'en fitness, j'avais du monde que, écoute, il souhaitait avoir un niveau de précision plus élevé que dans mon projet de doctorat. Nous autres, on va publier un article scientifique avec ça, puis on ne va pas aussi hardcore que ça parce que ça ne nous donne rien. Toi, tu penses que ça va te donner quelque chose de mettre 3 chiffres après ta virgule pour tes glucides? Joue ces dizaines. Ça va être en masse, tu sais. Fait que, c'est ça. Je pense que c'est une forme de désir de contrôler puis de se réassurer en se disant, ben, si je fais ça correct, c'est sûr que ça va marcher. Puis, ben, non, malheureusement, c'est pas ça, là. Fait qu'au final, ton calcul de métabolisme de base, il est flou, mettons, estimation de dépenses énergétiques est flou, puis les aliments, c'est pas précis, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Fait qu'au final, tu n'as pas tant le contrôle. Ben, oui puis non. Oui, puis non, Parce que c'est ça. ce qui est fascinant, c'est qu'on ne prend pas 400 livres de poids par année ou on n'en perd pas 400. On est quand même, pour la majorité des gens, quand ton environnement reste pareil, là, quand tu as le même rythme de vie, ton poids, il est pas mal stable. C'est souvent quand il y a des événements qui vont changer. Tu déménages, tu changes de job, le confinement, là, plein de choses qui arrivent que là, tout d'un coup, le statu quo il est brisé, puis là, tu prends du poids, tu perds du poids ou ça change. Mais sinon, si tu regardes l'ensemble de la population, le poids, malgré toutes les imprécisions qu'on a, il est pas mal stable là, durant l'âge adulte. Là. Il n'y a pas grand monde qui double leur poids durant leur vie. Il y en a, là. La majorité de la population, s'ils pesaient 150 livres à 20 ans, ils n'en pèsent pas 75 à 50 ou 300. Puis moi, je trouve ça vraiment, écoute, c'est vraiment fascinant. Je peux être le seul à trouver ça, mais moi, je trouve ça vraiment trippant que, écoute, on n'est pas capable d'être précis en calculant, en mesurant, mais notre poids, il est quand même pas pire régulé, tu sais. Fait que, on est quand même pas si pire. Exact, c'est quand même fou. Malgré tout, ces trucs impondérables-là. Oui, écoute, mettons, dans le meilleur des mondes, ton niveau de précision, c'est ta balance énergétique, là, c'est plus ou moins 300, 400, 500 calories par jour. Ça, écoute, avec les isotopes là, pour la dépense énergétique, notre niveau de précision, c'est plus ou moins 2,5 par jour. Ça, c'est la grosse affaire. Ça, c'est sur 2000 calories, ça fait quand même un petit buffer. Ça, c'est de shit, là, la méthode. Puis les apports, on va être à plus ou moins 300 pour notre précision. Mais malgré ça, sur une semaine, ben, tu es capable de garder ton poids stable. C'est pas si tough que ça. Là. Ouais. Exact. Fait que c'est de regarder le poids un peu. Tu sais, quelqu'un qui veut s'assurer s'il est, mettons, sur le bon chiffre, là, quelqu'un qui veut se maintenir, c'est juste de regarder le poids peut-être une fois semaine, juste s'assurer, voir, OK, ben, je me maintiens pas mal là, donc je dois être pas loin. Tu sais, ça dépend de ta relation avec le pèse-personne. Exactement. Si toi, quand d'embarquer sur le pèse-personne, tu fais de l'anxiété et tu n'endors pas la veille, Embarque pas. Ben, il y a une problématique à gérer. Ce n'est pas en n'embarquant pas sur le pèse-personne que tu règles la problématique. Je pense qu'il y a quelque chose à gérer, là. Mais je ne pense pas que ça t'aide ou que ça soit un plus de monter sur le pèse-personne. Il faut comprendre le poids. Ben, je parlais tantôt plus ou moins 1 kg. C'est ça, c'est que tu as de la masse résiduelle dans le système digestif qui passe et qui est en transit. Puis ça prend pas, c'est pas parce que tu manges, tu vas aux toilettes que ton Big Mac est sorti. Là. Ça peut prendre 50, 72 heures avant que ça soit complètement sorti. C'est pas parce que le matin, tu fais un numéro 1, un numéro 2 que tu es vide.
mange rien, attends un peu, il y en a d'autres qui vont sortir. Tu sais. Fait qu'il y a toujours une variation normale. Fait que si tu regardes la tendance, si tu es toujours à plus ou moins 1 kilo, ben, on peut considérer que ton poids est stable. Si tu as toujours plus 1 kilo à chaque semaine, ben, là, tu es en surplus énergétique. Là. C'est clair. Puis inversement aussi, là, si tu perds 1 kilo régulièrement ou plus, ben, tu es en déficit énergétique. C'est une chose. Moi, ce que j'aime bien maintenant, c'est que les balances intelligentes, c'est que les gens qui ont une mauvaise relation avec la balance, en attendant qu'ils gèrent cette relation-là, ben, on met un petit tape sur l'indicateur de poids. Comme ça, on ne voit pas. Puis je leur demande de monter dessus à tous les jours. Fait qu'ils montent dessus, il y a le poids s'en va dans le téléphone. S'il n'ouvre pas l'application, il ne le voit pas. Puis à la fin de la semaine, mettons le dimanche, ben, on s'appelle, puis là, on regarde l'application, puis on regarde comment le poids a changé. Puis même des fois, je vais leur demander avant de regarder l'application, toi, est-ce que tu penses que tu as perdu du poids cette semaine? Ou est-ce que tu penses que tu en as pris? Ou est-ce que tu penses que tu es stable? Et pourquoi? Fait que là, les gens ils expliquent, ah, ben là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, fait que je pense que ça va donner ça. Puis après ça, on regarde le chiffre. Des fois, tu as complètement le contraire. Tu sais, des gens qui disent, je me suis entraîné, là, j'ai tout fait mes entraînements cette semaine, je vais avoir perdu du poids. Parfait, on regarde. Ah, ben non, tu as pris 2 kilos cette semaine. Ah, ça se peut pas, je me suis entraîné. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait le restant du temps? Tu t'es épuisé à l'entraînement puis tu n'as pas bougé le reste du temps. Fait que, puis l'entraînement, il a fait en sorte que tu avais bien plus faim. Fait que, oui, tu as dépensé des calories à l'entraînement, mais tu en as mangé 2 fois plus parce que tu avais faim puis parce que tu as eu un souper, là, etc. Fait que, ça parle beaucoup, puis c'est un moyen de faire quelque chose de très constructif avec ça. Là. Mais tu sais, il faut t'accompagner la personne dans la démarche. Tu la laisses pas en disant pèse-toi puis arrange-toi avec tes troubles. Oui. Ah, mais c'est vraiment bon, ça. Une fois semaine, avec le coach, justement, de faire ça, puis de. Le temps que ça se règle, justement, un peu, de ne pas lui montrer le chiffre quand la personne est seule, mais de la regarder, mettons, avec toi. C'est C'est ça. vraiment une bonne tactique. Puis ce que je remarque, c'est quand on comprend pourquoi le poids se promène comme il se promène ou pourquoi il est stable, c'est une forme de contrôle ou c'est rassurant. Tu dis, ben, quand je fais ça, ça fait en sorte que, ben oui, il y a plus de calories qui rentrent qu'il y en a qui sortent, fait que je prends du poids. Je me pèse, j'ai pris du poids. Tu sais, ça fait du sens, c'est ça. Après ça, ben, OK, comment on peut faire pour changer ça? Mais tu sais, c'est moins culpabilisant. Tu sais, Vraiment. moi, j'avais quelqu'un qui disait, ben, moi, je veux continuer à boire du vin rouge à toutes les fins de semaine. Ben, correct, continue à boire du vin rouge à toutes les fins de semaine, c'est correct. Personne ne perdait pas de poids, perdait pas de poids. Je dis, ben, écoute, cette semaine, on essaie-tu pas d'alcool cette semaine? C'est juste cette semaine. On va checker, on va faire une expérience, on va regarder si tu ne consommes pas d'alcool, qu'est-ce qui se passe? On fait ça. Cette semaine-là, la personne a perdu 2 kilos. C'est-tu à cause qu'elle n'a pas pris d'alcool? Je dis, je ne le sais pas. Mais je trouve ça intéressant comme donnée. La personne a dit, ah ben moi, c'est fini, je ne prends plus d'alcool. Elle dit, moi, ça m'écoeure l'alcool, c'est un poison. Tu sais, elle a complètement changé son discours parce que là, fait, ben, OK, mais si tu veux en boire, c'est correct, là, tu sais. Non, je ne me tente pas. Tu sais, je vais boire de l'eau, j'avais bien du fun, puis tu sais, bon, ben, ça s'est changé en quelque chose de positif, tu sais. Moi, c'était pas un problème qu'elle prenne de l'alcool. Mais on a regardé, ben, c'est quoi l'impact de l'alcool? Puis ce que je soupçonne, c'est que cette personne-là ne prenait pas un verre d'alcool le samedi, puis un verre le dimanche. C'était une demi-bouteille le samedi, puis une demi-bouteille le dimanche. C'est pas tout à fait la même chose, tu sais. Exact. Puis ça se peut, tu sais, même, des fois, quand ils prennent l'alcool, ils mangent plus, ils ont plus tendance à tomber un peu plus dans le junk, etc. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi. C'est clair. Puis quand tu bois de l'alcool, ben, tu as tendance à coucher plus tard. Si tu dors moins bien aussi, ben, le lendemain, ton appétit va t'orienter plus vers des aliments, par exemple, plus énergétiques, etc. Fait que ça change, ça module ton appétit après. Fait que, il y a toutes des conséquences qui peuvent découler de ça. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est problématique, mais ça peut être un élément qui joue dans la balance. Puis, tu sais, on entend souvent, là, ça ralentit le métabolisme, ça l'accélère. Si je suis en déficit trop longtemps, ça le ralentit. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ben, c'est vrai, mais tu sais, c'est négligeable. Il y a plusieurs études. Il y a une étude qui est célèbre, là, le Minnesota Starvation Study, là, où ils ont pris une grosse gang de monde, puis ils ont fait crever de faim, puis ils ont regardé ce qui se passait. Là. Genre d'études qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis il y a beaucoup d'études aussi chez les femmes souffrant d'anorexie. On remarque que quand tu es privé sévèrement,
effectivement, après quelques temps, il y a un ralentissement du métabolisme. Puis il faut faire la distinction entre ralentissement et baisse, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Tu sais, si tu perds du poids, ton métabolisme de repos, il baisse. Pourquoi? Ben, si tu perds du poids, tu perds des cellules. Si tu perds des cellules, ça veut dire qu'au repos, ces cellules-là, ben, elles ne consomment plus l'énergie qu'elles consommaient. Fait que c'est normal. Fait qu'une personne qui part avec 150 kilos, qui finit à 100 kilos, j'espère que son métabolisme de repos est plus bas, sinon on a un sérieux problème métabolique. Tu sais, ça ne va pas bien. C'est un grand brûlé, ça ne marche pas. Tu sais. Fait que ça, c'est normal. Le ralentissement, c'est que, encore là, ce n'est pas facile à bien définir parce qu'on ne s'entend pas dans la littérature scientifique pour vraiment dire c'est quoi un métabolisme lent ou rapide. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une équation qu'on parlait tantôt. On dit, ben toi, ton métabolisme de repos, selon l'équation, devrait être à 1500. On le mesure. Tu es à 1300. Ton métabolisme, il est plus lent que ce qu'il devrait être. Donc, tu as un problème de métabolisme. Ouais, mais je te donnais l'exemple avec la personne obèse et le culturiste. Ils n'ont pas le même métabolisme. La prédiction n'est pas. Il faut que tu regardes, OK, mon équation est-tu bonne pour prédire? Puis après ça, ma mesure, c'est vraiment difficile à déterminer c'est quoi un métabolisme. Mais mettons que tu as quelqu'un qui jeûne au complet, ce qu'on observe, c'est un ralentissement du métabolisme de repos d'à peu près 10, mettons 14 fait que ça veut dire qu'il va ralentir de, mettons, pour moi, là, ça serait 150, 180 calories à peu près de moins par jour. Si je vais promener le chien pendant 25-30 minutes, ben, je viens de compenser ça là, facile. Puis quand on se réalimente, ça repart. Tu sais? C'est pas anormal, c'est pas. Fait que c'est très rare. Là. Il y a eu la mode avec une étude qui est sortie sur The Biggest Loser là, qui avait regardé ça puis qui ont dit que les gens. Il y a plein de petits drapeaux rouges là, dans l'étude là, pour les valeurs initiales, ce n'est pas nécessairement mesuré de la même façon que les valeurs finales. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais moi, j'attends d'autres études qui démontrent ça, qui disent effectivement, quand on fait ça, parce qu'à date, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça que j'observe quand je fais des mesures. Quand je mesure, c'est à peu près tout le temps bien normal, bien proche de la prédiction, sauf les cas d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie ou des cas de médication là, pour antipsychotiques, anxiolytiques, là, certaines familles de médicaments qui ont cet effet-là. Mais de dire là, je fais une diète, ça ralentit mon métabolisme, il faut que ce soit une diète mauditement sévère. Plus de chances ou de risques que ta diète fasse en sorte que tu bouges moins sur 24 heures parce que tu es épuisé. Ça a pas mal plus d'impact. On voit ça souvent. Le NEAT, là, comme que le monde, quand il mange moins, il ne s'en rend pas compte, mais il bouge moins. Exact. Moi, j'avais fait un test avec des filles qui étudiaient en kin, puis on les avait embarquées sur un régime à 800 ou 1000 calories, hyper protéiné. Puis les filles, ça était au courant là, de ce qu'on voulait voir. Moi, je voulais voir l'impact de ça sur la dépense énergétique sur 24 heures, dont l'activité physique. C'est des concepts qu'elles connaissaient. Là. Elles connaissaient le NEAT. Elle était familière avec ça. Fait qu'il y avait un biais important. Là. Mes sujets, là, ils savaient que si je mange moins, ça se peut que je bouge moins. Fait que m'a peut-être essayé de bouger plus. Là, puis on avait les mesures en temps normal, les mesures en restriction. Puis on observait à peu près une réduction de 20 de l'activité physique sur 24 heures en restriction calorique, malgré le fait qu'elles étaient conscientes que ça pouvait affecter. Puis il y en avait qui réussissaient à s'entraîner plus fort qu'avant, parce qu'elles s'étaient dit, je vais m'entraîner, comme ça, je vais bouger plus, mais il y avait une drop encore plus importante le restant de la journée. Et ça ne suffisait pas. Le gros entraînement hyper intense n'arrivait pas à compenser pour la diminution du restant de la journée. Fait qu'elles se ramassaient à bouger moins. Puis la problématique qu'on a avec ça, c'est quand tu réalimentes, ton métabolisme, ton métabolisme de repos, il va restarter, il n'y a pas de problème. Mais tes comportements associés à l'activité physique, eux, ils ne restartent pas nécessairement. Ce n'est pas parce que tu manges plus que tu vas recommencer à bouger plus. Fait que si ça fait un mois que tu fais une diète sévère, ça se peut que tu aies un nouveau niveau d'activité physique, plus bas qu'avant. Puis quand tu vas te réalimenter, il ne remontera pas. Fait que tu vas reprendre plus de poids qu'avant. Puis tu vas dire, j'ai scrappé mon métabolisme de repos. Mais non, tu as scrappé ton activité physique. Exact. Le monde, il blâme le métabolisme, mais au final.
Ben, puis la raison, d'après moi, c'est assez simple, c'est que le métabolisme de repos, ça se mesure, ça fait plus de 200 ans qu'on mesure ça. Fait que, tu sais, écoute, c'est rendu, là, les informations, les connaissances sont percolées dans la population. Tu sais, le monde sait c'est quoi. La mesure de l'activité physique, juste définir activité physique versus exercice, même dans les articles scientifiques, ils vont mélanger ça des fois. Tu sais, moi, combien d'articles scientifiques j'ai vu dire l'exercice, l'activité physique n'a pas d'impact sur la perte de poids. Je suis comme, oh mon Dieu, je vais aller lire cet article-là, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont fait. OK, ils ont fait un entraînement cardio 3 fois 20 minutes par semaine. C'était ça, l'activité physique qu'ils ont fait. Ils n'ont rien mesuré sur 24 heures. L'article, ça devrait plutôt être l'exercice aérobie 3 fois 20 minutes par semaine n'a pas d'impact significatif sur la perte de poids. Ça, on le sait déjà. Mais ce n'est pas l'activité physique. Fait qu'imagine, si dans la littérature scientifique, ils se mélangent, comment c'est mélangeant dans la population? C'est fou. Là. Moi, tous les gens, je dis, ben, je vais faire une mesure d'activité physique. Ah non, je peux te le dire tout de suite, moi, je m'entraîne 3 fois semaine. Non, je veux mesurer ton activité physique. Tu sais, là, combien de minutes tu te brosses les dents, combien de fois tu te lèves de ton sofa, toi, quand tu cuisines, tu es assis, tu es debout, tu marches pas. Tous ces cossins-là, moi, c'est ça qui m'intéresse parce que l'exercice, je peux le quantifier. Là. Tu me dis à quelle vitesse tu vas sur un tapis roulant, combien tu pèses, je le sais à peu près c'est combien de calories, puis je ne me tromperai pas de beaucoup. Mais toi, quand tu vas promener le chien, là, combien de calories tu dépenses? Parce que c'est un poodle ou c'est un lévrier, c'est pas la même chose. Mais tu sais, ça induit beaucoup, beaucoup de conceptions. Tu sais, le monde pense que ça ne joue pas sur la perte de poids, l'activité physique. Non, l'exercice joue peu sur la perte de poids pour la majorité des gens. L'activité physique, c'est un des principaux déterminants de la perte de poids et de son maintien. Tu sais? Ah, c'est fascinant, c'est vrai. C'est vrai que c'est fascinant quand même. Puis, on entend souvent, ah, j'ai plus de muscles, donc je brûle plus de calories. Quoi que ce soit vrai, je pense qu'on en met un peu trop, Ah ouais. même beaucoup trop. Tu sais, le muscle, à peu près, au repos, c'est à peu près 13 à 16 calories par kilo par jour. Tu sais, puis écoute, tu sais, là, gagner 1 kilo en musculation, tu sais, ça n'arrive pas par accident. Là. Non. Tu dis, je me suis inscrit au gym, pris 1 kilo, c'est le fun, même pas commencé à m'entraîner. C'est pas ça. Tu sais, tu travailles quand même assez fort, puis c'est pas évident. Puis plus ça va, plus le kilo est dur à gagner. Tu sais. Ça va coûter pas mal plus de calories t'entraîner pour gagner ce kilo-là que ce que le kilo va te donner. Tu sais, fait que c'est négligeable. D'où ça part, c'est qu'il y a des gens qui confondent masse maigre et masse musculaire. Fait que la différence, c'est que la masse maigre, c'est tes organes, tes muscles puis ton squelette. Qu'est-ce qu'ils font quand ils disent si tu augmentes ta masse maigre de 1 kg, tu vas augmenter ta dépense énergétique. Mais eux, ils regardent la dépense énergétique de la masse maigre. Mais ça inclut tous les organes. Tu sais, le cœur, c'est, mettons, 440 calories par kilo par jour. Tu sais, si tu dis que la masse maigre, c'est uniforme, ton calcul ne marche pas. Tu vas dire, ah ben oui, 1 kilo de masse maigre, quand tu gagnes ça, c'est 80 calories de plus. Non, ton cœur, il ne gagne pas 1 kilo quand tu t'entraînes. C'est de la masse musculaire que tu prends. Ça, ben, c'est 13 à 16 calories à peu près. Là. Fait que c'est pas aussi important. Là. Exact. C'est pas ça qui fait un game changer au bout de la ligne. Non, puis chez les personnes qui ont un surpoids important, surpoids important ou obésité, ils ont déjà une masse musculaire assez importante. Et ce qu'on remarque aussi au niveau de la régulation de l'appétit, c'est que la masse maigre, plus particulièrement la masse musculaire, c'est vraiment un puissant stimulant pour l'appétit. Plus ta masse maigre est élevée, plus tu as tendance à avoir faim pour maintenir ces tissus métaboliquement actifs-là en état de fonctionner. Donc, si tu dis, moi, je veux perdre du poids, augmenter ma masse musculaire, puis tu en as déjà beaucoup, ce qui est le cas, par exemple, d'une personne obèse, ça se peut que réduire les calories, tu ressentes un peu plus la faim. Ça va être un petit peu plus tough pour toi. Fait que je suis moins en moins convaincu que de chercher à augmenter la masse musculaire, c'est une avenue intéressante dans un processus de perte de poids. Je pense que de rentabiliser la masse musculaire, de la rendre excessivement fonctionnelle, puissante, forte, endurante, etc., ça, c'est intéressant. Mais augmenter la viande pour le seul but d'augmenter de la viande, pas convaincu que c'est une stratégie. En tout cas, du point de vue énergétique, c'est pas vraiment intéressant.
Tantôt, tu as parlé de Fitbit. C'était pas dans mes questions, mais ça m'a flashé. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai un de mes clients qui m'avait dit je pense qu'il va falloir monter mon plan alimentaire. Je brûle 5 000 calories par jour. Là, j'étais comme 5 000, je sais pas c'est quoi tu as fait. Ah, juste travailler. Je travaillais où? Je travaillais au Costco. Puis, tu sais, il faisait genre les carrosses. J'étais comme, pas brûler 5 000, ça peut quasiment pas, tu sais. Puis c'était une Fitbit. Fait que dès ce moment-là, je me suis dit, la précision de ces appareils-là, ça doit être. Tu sais, C'est que c'est assez particulier parce que les capteurs sont super bons. La technologie est super bonne. Ce que ça fait, ces appareils-là, c'est qu'ils mesurent les accélérations au poignet. Fait que ça mesure, dans le fond, des multiples de la gravité, des G. Fait que 2G, 3G, 4G, 8G. C'est comme dans les pilotes d'avion, on dit j'ai pris 8G, je suis tombé dans les pommes. Bon, mais c'est le même principe au poignet. Puis on va convertir ces accélérations-là en minutes d'activité, en calories, etc. Le problème avec Fitbit, Garmin, Polar, Apple et compagnie, c'est qu'il n'y a personne qui va te dire comment eux, ils décident de transformer les données brutes. Et ça change tout. Ça change tout. Combien de fois à la seconde tu enregistres? Comment tu filtres le signal? Qu'est-ce que tu considères qui est une accélération qui est humainement impossible? C'est tous des éléments qu'ils ne divulguent pas, ces infos-là. Ça fait en sorte que tu ne peux pas savoir si c'est valide ou non. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que pour un même individu, tu peux observer les tendances. Si une journée, tu fais 5000 calories et le lendemain, tu en fais 12 500, je suis sûr que ce n'est pas la même journée. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as fait la journée à 12 500. Puis si le lendemain, tu en fais 1200, eh boy, OK, là, tu étais fatigué. Je peux utiliser cette info-là. Ça devient super intéressant parce que c'est une mesure minute par minute, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. C'est écœurant comme données. Le problème, c'est l'utilisation qui en est faite. Si tu dis, moi, c'est 5000 calories, fait que je peux manger 5000 calories, c'est là que ça risque de ne pas bien fonctionner. Parce que moi, les appareils que j'utilise, c'est le même type de technologie. La différence, c'est que comme c'est des outils de recherche, je sais exactement combien de fois à la seconde il enregistre, comment on convertit les données. Fait que je peux savoir, ah oui, pour un enfant, non, ça ne marche pas. Ce n'est pas cette équation-là qu'il faut que j'utilise, c'est l'autre, sinon ça ne sera pas valide. Ah, puis quand j'utilise telle équation, ça sous-estime le temps sédentaire. Fait que, je le sais, puis je peux baliser puis faire une meilleure analyse. Mais avec les autres, Apple, puis je pensais, moi, à un moment donné, entre autres avec l'Apple Watch, j'avais plusieurs clients qui avaient des Apple Watch, fait qu'on portait mon appareil de recherche avec l'Apple Watch, puis on s'est dit, on va pouvoir voir l'écart. Puis je me rendais compte que l'écart n'était pas tout le temps pareil pour les gens. Mettons, là, ma montre, elle donnait tout le temps 200 calories de moins. Tu te dis, c'est correct, l'Apple Watch, elle surestime de 200 calories, fait qu'on est correct. Mais non, des fois, c'était 200, des fois, c'était moins 400, des fois, c'était plus 800. C'était aléatoire, puis c'était différent d'une personne à l'autre. Fait que j'ai absolument aucune idée comment ils mesurent. C'est ça qui est sacrant. Fait que c'est plus, mettons, quelqu'un qui en a. Moi, j'ai une Whoop, là, ça me le dit aussi. C'est plus de regarder, hey, telle journée, j'ai été à, mettons, 3000, l'autre, j'étais à 1008. C'est quoi la différence au niveau de mes activités physiques dans cette journée-là? C'est plus C'est ça. ça. Exact. Puis, c'est voir qu'est-ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. J'ai fait du vélo. OK, ben ça se peut que toi, ton appareil, il capte mal sur le vélo. Fait que ton 1800, il est peut-être sous-estimé. Versus conclure, le vélo, c'est pas bon parce que je ne dépense pas de calories. Moi, j'avais du monde qui me disait les cours de spinning, c'est de la merde. J'arrive même pas à dépenser 150 calories sur ma Fitbit. Je vais aller magasiner, c'est une plus grosse dépense énergétique. Ouais, mais c'est parce que tu as remarqué que moi, un moment donné, j'avais un prof de spinning dans un projet de recherche que j'avais fait qui portait la montre au poignet, puis un cycliste hors pair. Tellement que qu'il se lève, qu'il s'assoit, il n'y a absolument aucun mouvement au poignet, tellement il est smooth quand il pédale. Ben, moi, l'appareil a enregistré qu'il s'était endormi pendant son cours de spinning, tellement son poignet ne bougeait pas. Mais c'est un gars, je ne sais pas si tu es familier avec les watts, mais c'est un gars dans un cours de spinning qui est capable de te monter ça à 450, 500, 550 watts. Tu sais, en parlant, là, il donne son cours, puis il est à 500 watts. Là, il va faire un sprint. Écoute, c'est pas vrai qu'il dort. Là. C'est ça. Mais le poignet ne bougeait pas. Fait que tu te dis, OK. Fait qu'on sous-estime. Exact. C'est ça. Faut que tu connaisses tes bébelles. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui connaissent
cette info-là. Puis justement, j'espère que les gens qui vont entendre ça, qui vont être comme je vais arrêter de m'y fier autant que ça. C'est des super bons outils. Il faut juste savoir les utiliser. Puis, je dis tout le temps la même affaire, mais tu sais, c'est comme un tournevis. Si tu veux faire de la plomberie, si tu veux faire de l'électricité, le tournevis, c'est peut-être pas, ou la soudure, c'est peut-être pas le premier choix, le tournevis. Mais si tu veux visser des vis, ça fait une maudite bonne job. Fait que le tournevis, si tu as un mauvais outil, ben, si tu te plantes d'un fil, tu vas avoir des surprises. Fait que, le problème, ce n'est pas l'outil, c'est l'utilisation que tu en fais. C'est la même chose avec ces outils-là. C'est des merveilles, là, ces outils-là. Moi, je suis. Que ça soit aussi démocratisé que ça, là. Écoute, pour 50$ sur Alibaba, tu peux avoir un super accéléromètre que tu portes au poignet qui va te donner une idée de ton activité physique. Il ne durera peut-être pas 10 ans, mais il va te permettre de savoir minute par minute à peu près tout ce que tu fais. Ce ne sera peut-être pas les bonnes calories, mais tu vas savoir si une journée tu bouges plus qu'une autre. Quand j'ai commencé mon doc, là, écoute, on magasinait les appareils, c'était l'enfer, c'était pas accessible, ils ne vendaient pas, c'est juste du stock médical. Et là, écoute, sur Amazon, n'importe quoi, tu as quelque chose qui peut faire. On peut tirer des conclusions suffisamment intéressantes avec ça. Tu sais. Fait que moi, je trouve ça wow, c'est juste que c'est mal utilisé. Exact, ouais. Super! Maxime, un gros merci pour tout ça. C'était vraiment très intéressant. Pour les gens, s'ils veulent te suivre sur les réseaux sociaux, aller voir tes formations, bref, c'est où qu'ils peuvent aller voir ça? Ben, sur mon site drkin.com, page Facebook drkin, DRKIN. Fait que c'est probablement le meilleur endroit pour me suivre. Même chose si les gens ont des questions là, qui me contactent via Messenger, ça me fait plaisir là, de répondre si c'est possible. Merci beaucoup. Ben, merci à toi.